C'est un matin de fin de printemps à Rome, lourd d'une pluie sombre qui ruisselle sur la pierre séculaire du palais apostolique. Dans la pénombre d'un bureau où le silence semble presque pesant, un auditeur financier du Vatican scrute une ligne de compte. Un chiffre s'impose à lui, absurde, colossal. 300 millions de dollars. En seulement 11 mois, cette somme astronomique a traversé 4 comptes distincts, sans qu'aucune des signatures d'autorisation n'appartienne à une figure publique ou reconnue. L'homme rassemble les pièces, quitte sa table et transporte le dossier dans une pièce verrouillée. Il sait déjà que ce qu'il tient entre les mains dépasse la simple irrégularité comptable. Dans quelques semaines, ce montant va briser en silence une amitié fraternelle et professionnelle vieille de près de 30 ans. Aucune annonce publique ne sera faite, aucune conférence de presse ne sera convoquée, et aucune concession officielle ne viendra reconnaître l'onde de choc. Pourtant, derrière les hauts murs du Vatican, l'ombre du doute vient de s'installer. Au centre de cette tourmente naissante se tient le cardinal Augusto Ferrante. Homme d'une discipline de fer, polyglotte maîtrisant 5 langues, il incarne depuis plus de 20 ans la rigueur absolue au sein de la curie romaine. Épargné par les scandales à travers 3 pontificats successifs, Ferrante passe pour un administrateur hors pair. Formé dès son jeune âge par un père comptable à considérer la précision numérique comme un devoir moral, il est mu par un besoin viscéral d'ordre et de contrôle. Pour ses collègues, il est l'homme le moins susceptible de dissimuler quoi que ce soit. C'est précisément cette réputation impeccable, façonnée décennie après décennie, qui le rend indispensable et qui va lui offrir le masque parfait pour agir dans l'ombre. Lorsque le cardinal Robert Prévost monte sur le trône de Saint-Pierre en mai 2025 sous le nom de Léon XIV, il hérite d'une institution financière ébranlée par des années de déficit, d'investissements immobiliers douteux et de gestion de fonds défaillante. Face à la perte de crédibilité morale d'une Église dont les ressources proviennent des sacrifices de fidèles ordinaires, le nouveau souverain pontife cherche une figure capable d'assainir le système. Le nom de Ferrante s'impose naturellement lors des consultations privées. Entouré d'une aura d'efficacité calme et pragmatique, le cardinal sait traduire les bilans comptables complexes pour des prélats nourris d'écriture plutôt que de tableaux croisés dynamiques. Entre le pape en quête de transparence et l'administrateur chevronné, s'installe une confiance absolue, une dépendance quasi filiale. À l'automne 2025, Ferrante propose un plan de restructuration ambitieux. L'idée est d'une logique imparable. Consolider plusieurs offices financiers dispersés en un bureau unique pour réduire les coûts et fermer les brèches. Enthousiasmé par cette promesse de simplification administrative, le pape valide le projet et place Ferrante au cœur du dispositif, lui confiant le contrôle de comptes autrefois séparés entre 4 départements distincts. Devant des assemblées de cardinaux convaincus, l'administrateur fait la démonstration de sa maîtrise. Mais l'illusion ne va pas tarder à se fissurer sous le regard d'un homme extérieurement étranger aux intrigues de palais. Matteo, un auditeur laïque de 31 ans recruté pour son impartialité et son absence de lien avec la curie, travaille sans ambition politique, simplement guidé par la rigueur de son métier. En comparant les transferts entre 2 comptes récemment fusionnés, il découvre un paiement orienté vers une fondation caritative catholique basée à Malte. L'organisme n'a aucune existence réelle. 2 semaines plus tard, un second virement vers la même entité fantôme apparaît, puis un 3e. Refusant de fermer les yeux, Matteo remonte minutieusement la chaîne des transactions. Ce qu'il met au jour est une mécanique d'une sophistication redoutable. Un réseau interconnecté drainant près de 300 millions de dollars à travers des sociétés écrans réparties entre Malte, les îles Caïmans et une banque privée de Liechtenstein. Toutes les pistes convergent discrètement vers les proches d'un seul homme. Grâce à un canal de signalement confidentiel mis en place par Léon XIV lui-même, le rapport d'audit arrive directement sur le bureau du pape. En lisant et relisant les conclusions, le pontife mesure l'ampleur du désastre. Sans précipiter d'accusations publiques, il ordonne en secret une contre-expertise confiée à un cabinet d'audit légal indépendant. Pendant 6 semaines de vérification clandestine, le cardinal Ferrante continue de traverser les couloirs du palais apostolique, d'animer les réunions et de saluer le souverain pontife, ignorant que 2 étages plus haut, des experts démontent pierre par pierre le système financier qu'il a bâti.
Quand le rapport final de 400 pages tombe, le constat est sans appel. Les anomalies ne relèvent pas de la négligence, mais d'une ingénierie délibérée. L'architecture même du plan de consolidation avait été conçue pour créer la zone d'ombre nécessaire à cette fuite massive de capitaux. Au début du mois de juin, dans la pénombre de son bureau privé, Léon XIV convoque le cardinal Ferrante pour un face-à-face décisif. Entre le souverain pontife confronté à la preuve formelle et l'administrateur chevronné placé devant l'évidence de sa propre création, le face-à-face marque le point de rupture. Alors que le silence s'installe dans la pièce et que Ferrante se retrouve acculé par les faits, une question fondamentale demeure. Comment la recherche obsessionnelle de l'ordre a-t-elle pu basculer dans la trahison institutionnelle? Et jusqu'où le système lui-même est-il prêt à aller pour affronter la vérité? Dans le huis clos du cabinet privé, la tension ne s'exprime ni par des éclats de voix, ni par des gestes théâtraux. Léon XIV et le cardinal Ferrante se font face dans une atmosphère lourde, empreinte d'une gravité presque irréelle. Devant eux repose le rapport d'expertise indépendante, un pavé de près de 400 pages rempli de relevés de transactions, d'évaluations immobilières et de schémas de flux financiers. Ferrante, d'ordinaire si prompt à manier la rhétorique et à traduire la complexité des chiffres avec un calme souverain, ne tente pas de nier les constatations. Face aux preuves matérielles montrant comment des propriétés ont été achetées par des entités liées au Vatican à des prix nettement supérieurs à leur valeur du marché pour alimenter des fondations fantômes, l'administrateur reste impassible. Ce silence scelle la fin d'une amitié de 3 décennies et transforme l'admiration du souverain pontife en une douleur sourde. Quelques jours plus tard, la machine institutionnelle s'anime dans la discrétion la plus absolue. À travers un communiqué rédigé dans un style sobre et mesuré, le Vatican annonce que le cardinal Ferrante est relevé de ses responsabilités administratives dans l'attente d'une révision canonique formelle. Dans les couloirs de la curie, chacun comprend la portée exacte de cette formule feutrée. L'onde de choc ne se propage pas par des déclarations officielles, mais par l'accumulation de détails du quotidien. Le fauteuil habituel du cardinal qui demeure vide lors de la réunion du jeudi, ou un dossier important réattribué à son adjoint sans la moindre explication. En moins de 72 heures, le doute et la stupeur envahissent les réseaux ecclésiastiques de Rome. Pour Léon XIV, qui a placé son pontificat sous le signe d'une église libérée des complexes institutionnels et dédiée à sa mission pastorale, le coup est d'une sévérité extrême. Le souverain pontife ne laisse transparaître aucune colère publique. Il continue de tenir ses audiences, de recevoir les dignitaires et de bénir les pèlerins rassemblés sous ses fenêtres lors de l'Angélus. Mais ses proches observent chez lui une immobilité nouvelle, la retenue d'un homme qui cherche à protéger une blessure intérieure. Lorsqu'un journaliste l'interroge de manière oblique sur ses changements de personnel, le pape répond avec une maîtrise parfaite, rappelant l'engagement de l'Église envers la transparence sans jamais transformer une souffrance intime en spectacle. Pendant ce temps, la panique et le désarroi s'emparent des hauts dignitaires. Des cardinaux ayant côtoyé Ferrante pendant des années commencent à réexaminer le système qui a permis à près de 300 millions de dollars de circuler pendant 11 mois sans être détectés. Une ironie cruelle apparaît aux yeux de tous. Le plan de consolidation proposé par Ferrante pour fermer les failles financières a créé la concentration de pouvoir exacte qui a rendu la fraude possible. Au-delà des structures, une question plus troublante émerge dans les discussions à huis clos. Comment la compétence technique et une réputation d'une intégrité irréprochable ont-elles pu servir de bouclier à une telle tromperie? De nombreux prélats réalisent que l'absence de scandale passé a été confondue avec l'innocence. Au cœur de cette tempête, Matteo, le jeune auditeur laïque, continue d'entrer chaque matin dans son modeste bureau. Éloigné des ambitions ecclésiastiques et indifférent au jeu d'influence, il ne se voit pas comme l'homme qui a fait tomber un prince de l'Église. Confronté à un chiffre qui refusait de s'expliquer, il a simplement suivi la logique des faits, conscient que derrière chaque somme déplacée se trouve la foi et les sacrifices de simples croyants. Alors que la curie tremble sur ses bases, Matteo reprend ses vérifications de routine, conservant une seule habitude née de cette enquête: contrôler 2 fois l'enregistrement de chaque destinataire avant d'apposer sa signature,
sachant désormais qu'une institution ne tient parfois qu'à la vigilance d'un regard qui refuse de détourner les yeux. Les répercussions de l'affaire Ferrante ne tardent pas à franchir les portes du palais apostolique pour ébranler l'ensemble de l'appareil curial. Au-delà des bureaux financiers, le doute s'infiltre chez les diplomates et les observateurs de Rome, accoutumés à décrypter les mouvements de personnel comme un langage codé. Des rumeurs incontrôlées commencent à circuler, amplifiées par des acteurs extérieurs qui inventent des liens avec d'anciens scandales ou d'autres départements totalement étrangers à l'enquête. Bloqués par le secret d'un processus canonique en cours, de nombreux officiels du Vatican se retrouvent contraints de subir le feu des critiques pour des fautes qu'ils n'ont pas commises, ressentant cette pression médiatique comme une injustice douloureuse venant s'ajouter au traumatisme du détournement initial. Au sein même du Collège des cardinaux, la fracture s'élargit et donne lieu à des débats d'une vive tension. D'un côté, des prélats fidèles à Ferrante par des décennies de collaboration exigent la retenue, rappelant que la justice exige la patience, l'examen rigoureux des preuves et le respect de la présomption d'innocence jusqu'au terme de la procédure canonique. De l'autre, des dignitaires s'inquiètent avant tout de la vulnérabilité systémique mise à nu par cette crise. Indépendamment du jugement final, le fait qu'une telle fraude ait pu se poursuivre pendant 11 mois sans la moindre alerte interne constitue un échec impardonnable. Cette prise de conscience pousse plusieurs cardinaux à réclamer discrètement des audits immédiats sur la gestion de leur propre département, réalisant que ni l'expertise technique ni une réputation irréprochable ne peuvent désormais tenir lieu de garantie morale. Face à ces résistances culturelles et à cette culture de la discrétion si ancrée dans la hiérarchie ecclésiastique, Léon XIV fait preuve d'une détermination sans ambiguïté. Refusant la tradition séculaire qui consistait à étouffer les crises par le silence et l'usure du temps, le souverain pontife prend une décision d'une portée majeure. Il autorise la création d'une autorité de surveillance financière permanente et totalement indépendante, où des professionnels laïcs disposent d'un pouvoir de contrôle réel, sans être soumis aux liens d'allégeance de la hiérarchie cléricale. Ce nouvel organe répond directement du bureau papal, contournant ainsi les filtres institutionnels où les avertissements avaient autrefois tendance à s'évanouir. Cette réforme impose une rupture conceptuelle profonde. La fraternité chrétienne et la confiance personnelle ne peuvent plus remplacer la vérification systématique. Pour imposer cette vision à des prélats qui perçoivent l'intervention d'experts laïcs comme une intrusion ou une marque de défiance, Léon XIV mène un combat théologique autant qu'administratif. Il s'efforce de leur démontrer que le contrôle n'est pas du mépris et que la transparence, loin de fragiliser l'autorité légitime, constitue au contraire le seul rempart capable de la préserver du soupçon. Mais alors que les réticences internes se multiplient et que le système tente de protéger ses prérogatives, le pape s'apprête à porter ce débat au cœur même de la communauté ecclésiastique par une prise de parole publique lourde de sens. Le moment de vérité prend la forme d'une intervention à la fois sobre et décisive. Peu après l'annonce de la création de la nouvelle autorité de surveillance financière, Léon XIV s'adresse aux membres du clergé et aux administrateurs laïcs réunis à l'occasion d'une homélie. Dans la grande salle où règne une écoute attentive, le souverain pontife choisit d'aborder les principes fondamentaux de cette transformation, sans jamais prononcer le nom du cardinal Ferrante, sans mentionner les virements suspects vers Malte, ni évoquer la confrontation dramatique de son bureau privé. Mais pour l'assistance, le poids de ce qui vient d'advenir remplit chaque espace du silence. D'une voix calme et mesurée, le pape rappelle avec gravité que l'Église ne doit sous aucun prétexte laisser le souci de sa propre préservation institutionnelle prendre le pas sur la mission pastorale pour laquelle elle existe. S'adressant à des hommes façonnés par des décennies de discrétion et d'entraide fraternelle, il affirme que la vigilance ne doit pas être confondue avec de la défiance réciproque. Bien comprise, explique-t-il, la vérification rigoureuse est l'expression même de l'amour et du respect envers ceux que l'institution a pour vocation de servir. Les auditeurs attentifs à ces interventions passées remarquent une inflexion subtile mais appuyée. Lorsqu'il prononce le mot « vigilance », Léon XIV marque une pause délibérée, laissant le terme suspendu dans l'air, lourd de tout son sens résonnant.
Si la plupart des personnes présentes ne perçoivent qu'un simple effet rhétorique, les rares cardinaux et collaborateurs instruits des événements du bureau papal entendent dans cet arrêt un aveu personnel et douloureux. C'est le rappel d'un berger à ses responsables, mais aussi le constat d'un homme qui a dû admettre la faille de ses propres intuitions. Longtemps, Léon XIV a gouverné en accordant une confiance totale à des collaborateurs compétents et disciplinés, érigeant cette délégation en méthode de gouvernement. L'affaire Ferrante lui a cruellement enseigné qu'en l'absence de structure de contrôle indépendante, une vertu de bienveillance peut se changer en une porte ouverte par laquelle s'engouffre un trompeur habile. Cette prise de parole publique arrache définitivement les masques. L'illusion selon laquelle une maîtrise technique exceptionnelle et une vie de service irréprochable garantiraient la sainteté des intentions s'effondre. Le véritable danger révélé par l'enquête n'était pas seulement la cupidité financière, mais l'orgueil institutionnel. Cette conviction intime chez un homme brillant que sa maîtrise des mécanismes le place au-dessus des règles communes. En instaurant un contrôle où des auditeurs laïcs interrogent désormais les hauts dignitaires sans distinction de rang, le souverain pontife redéfinit l'exercice du pouvoir. La responsabilité et la reddition de comptes cessent d'être perçues comme une humiliation pour devenir un devoir d'impartialité et un acte de fidélité envers la vérité. À l'abri des regards publics, la procédure canonique concernant le cardinal Ferrante s'est poursuivie pendant des mois, selon le rythme lent et délibéré propre aux institutions vaticanes. Mais quelle que soit la décision formelle rendue par les tribunaux ecclésiastiques, la transformation essentielle avait déjà eu lieu. Elle ne s'est pas accomplie dans le fracas d'un verdict, mais dans la refonte profonde et permanente du fonctionnement de la curie. Désormais, aucun responsable, quelle que soit sa réputation, sa maîtrise technique ou sa proximité avec le pape, ne pourra plus jamais exercer un pouvoir financier sans contrôle. Dans les faits, cette crise a donné naissance à une rigueur administrative renforcée par des procédures concrètes. Chaque transfert financier important exige aujourd'hui 2 signatures indépendantes. Les audits externes obéissent à un calendrier fixe et obligatoire, sans attendre qu'un doute ne s'éveille. Les administrateurs tournent désormais à des échéances déterminées afin d'éviter qu'une personne ou un bureau ne conserve une autorité prolongée sur les mêmes comptes. Le pouvoir, autrefois concentré entre les mains de quelques figures intouchables, a été méthodiquement divisé. Le véritable dénouement de cette affaire s'est ainsi écrit dans des textes réglementaires révisés, des signatures croisées et une redistribution mesurée de l'autorité. Ce parcours a également marqué une mutation profonde chez Léon XIV. Le souverain pontife, qui préférait autrefois déléguer et accorder sa confiance sans peser sur ses collaborateurs, pose désormais des questions précises lors des séances de travail. Il demande qui a vérifié les chiffres, quel bureau a validé les démarches et si un expert indépendant a examiné les hypothèses. L'affaire Ferrante lui a appris qu'une qualité de gouvernement devient une faiblesse lorsque les structures manquent de garde-fous. L'orgueil institutionnel, plus dangereux que la simple cupidité, avait convaincu un administrateur hors pair que sa connaissance de l'organisation le dispensait d'en suivre les règles. En soumettant la gestion financière à un examen rigoureux, le pape a rappelé que la certitude de servir une mission noble ne saurait excuser les faiblesses de la gouvernance. Au quotidien, loin des intrigues de la curie et des réformes de fond, la vie a repris son cours ordinaire pour Matteo. L'auditeur laïque de 31 ans a retrouvé la simplicité de son bureau et la régularité de ses dossiers sans chercher de reconnaissance ni espérer d'avancement. Il n'a jamais considéré son intervention comme un acte héroïque ou une volonté de faire tomber un dignitaire de l'Église. Son unique préoccupation était de s'assurer qu'une suite de chiffres corresponde à la réalité des documents, conscient que derrière chaque montant se trouve le travail, la foi et la générosité de simples croyants. De cette expérience, Matteo a conservé une habitude constante. Avant de valider le moindre transfert, même le plus insignifiant, il vérifie toujours 2 fois l'enregistrement du destinataire. Non pas dans l'attente de découvrir une nouvelle fraude, mais parce qu'il a mesuré de la manière la plus directe qu'une institution préserve son intégrité grâce à la simple vigilance d'une personne qui accepte de regarder une seconde fois, là où d'autres auraient fermé les yeux.